Bonjour à tous. Je n'avais pas prévu de parler aujourd'hui parce que d'abord j'avais tout présenté en long, large, en travers la dernière fois et d'autre part nous avons deux intervenants, ce qui me semblait suffisant. Mais je suis une grande taquine. En effet, je le fais exprès parce que sur YouTube j'ai été honorée, en plus d'être l'organisatrice de ces cafés, du titre de animatrice, bon, remarquez, ça me change du titre de commissaire politique, hein, mais enfin bon, animatrice confuse, et confuse parce que mon horrible accent me rend indéniablement et irrémédiablement peu sérieuse. Mais comme contrairement à Rému et à Fernandel, j'ai bon caractère, je vais prendre en considération les remarques qui me sont faites et être le plus brève possible dans ma présentation. D'autant que un match de foot est prévu à 16h et que le café va se remplir dès 15h30 et ça va être un grand bazar. Donc on a intérêt effectivement à rester dans les temps. Voilà. Et je vais essayer de faire une présentation très rapide avec le moins d'accent possible. Mais vous savez comment c'est. Chasser le naturel, il revient au galop et avec moi, il va gagner toutes les courses. Bon. Donc, et puis alors je ne vais pas être confuse, vous allez voir. Petit 1, remerciements Spoutnik qui nous accueille. Petit 2, remerciements aux personnes qui se déplacent pour venir écouter nos conférences. Petit 3, remerciements aux internautes qui nous suivent sur YouTube, y compris à ceux qui trouvent que je parle trop. Mais je voudrais ajouter quand même un petit détail, c'est que mon temps de parole est minime par rapport à mon temps d'organisation militante de ces cafés. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'accompagnent précisément dans cette tâche militante, tant à la caméra qu'à la vente des livres et des revues. J'annonce brièvement les deux prochains cafés. Samedi 14 janvier, Jean-François Desjours nous parlera de l'histoire et de l'avenir de la philosophie. Le samedi 11 février, Victor Dedage, responsable du journal Le Grand Soir, nous parlera de Cuba sous embargo. Et enfin, étant animatrice de la revue théorique Étincelle, dont je suis animatrice, c'est pour blaguer, je suis co-rédactrice en chef, je me réserve le droit ici d'en faire la publicité. Dès la fin du mois de janvier 2023, vous pourrez commander le numéro 54 qui comporte un dossier Stalingrad dont nous fêtons cette année les 80 ans. Nos autres numéros ainsi que les numéros spéciaux d'histoire ou de philo sont disponibles par la fiche de commande ou d'abonnement qui s'affiche sur votre écran. De la même façon, vous pourrez commander ou vous abonner à notre journal Initiative communiste en écrivant à l'adresse qui s'inscrit aussi sur votre écran. Et enfin, puisque nous avons ici présent, voilà, Émeric Monville, directeur des éditions Delga, et Jean-Pierre Page, ancien responsable international de la CGT, qui vont répondre à la propagande anti-chinoise déversée chaque jour dans les médias. Je vous invite à prendre connaissance des ouvrages édités, hop là, attends, je vais le faire dans l'ordre, par la petite mais indispensable maison d'édition Delga, ouvrages qui sont toujours en vente lors de nos cafés. Voilà, ainsi que La Russie sans œillère. Bonne fin d'année à tous. À l'année prochaine. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. Nous vous présentons un certain nombre de livres qui sont parus l'année dernière. Donc La Chine sans œillère, qui était un ouvrage collectif, qui nous a valu en fait une réponse immédiate d'un rapport, j'allais dire de l'OTAN, mais quasiment, puisque c'était commandé pour l'armée française, le rapport de l'IRSEM, alors ne pas confondre avec l'INSERM, hein, qui est un noble institut de médecine. L'IRSEM, c'est, enfin, en tout cas, ça n'a rien à voir. Et donc, ce rapport a été fait pour dénoncer les influences chinoises en France, et donc ça n'a pas manqué. Notre co-auteur, Maxime Vivas, a été épinglé dans ce rapport pas moins de 60 fois, notamment pour dénoncer le fait qu'il avait milité à la CGT dans les PTT dans les années 60, parce qu'il en fait vraiment un personnage extrêmement dangereux, et puis qui n'a absolument rien à voir avec nos compatriotes, hein. Vraiment quelqu'un de tout à fait bizarre. Et donc c'est pour ça que nous avons fait ce livre en fait qui était l'éducation des anti-chinois en France pour répondre en fait à ce rapport. Je me suis même permis d'intervenir parce que j'étais mis en cause en tant qu'éditeur.
Et entre-temps, à peu près la même équipe, à peu de choses près, on continue un livre qui s'appelle La Russie sans œillères. D'ailleurs, finalement, on est à peu près sur les mêmes sujets avec ce rapport de l'IRSEM, puisque je crois que leur prochain opus, à chaque fois c'est 600 pages, va porter aussi sur la Russie, sur les influences de la Russie, ce qui pose un certain nombre de questions géopolitiques, de la façon dont la France, en fait, doit se positionner, parce que c'est quand même un peu de notre pays avant tout qu'il s'agit, et de quel chemin il prend. Donc celui qui vient après moi, donc je ne suis pas digne de délier les sandales, comme disait Saint Jean-Baptiste, c'est Jean-Pierre Page, qui dirigeait le département international de la CGT et qui va vous parler précisément de la Chine. Alors, puisque j'ai la parole, on peut en quelques mots sur ce rapport, parce que c'est là où moi je suis intervenu, c'est d'abord pour répondre. Qu'est-ce qui se passe quand même dans notre pays pour qu'on reproche à un éditeur de fréquenter une ambassade, enfin d'étaler une demi-heure parler avec un ambassadeur, avec un pays avec lequel nous ne sommes pas en guerre, d'après ce que j'ai cru comprendre, même si, comme vous le savez, notre ministre de l'économie, lui, a déclaré la guerre à la Russie, on ne sait pas pourquoi, donc peut-être qu'une partie de l'armée française a déclaré la guerre à la Chine. Donc, je sais pas, les relations de type culturel, c'est interdit. Je ne sais pas à quel genre littéraire se rapporte ce pinceau de 650 pages, mais ce qu'il faut, je pense plutôt une sorte de fiche de police à ciel ouvert, un peu, ou alors écrit sur le mode un petit peu de la mémoire automatique surréaliste, parce que c'était vraiment une accumulation, un inventaire à la Prévert avec la poésie en moins, j'allais dire, de tout ce qui à un moment pouvait avoir un rapport avec la Chine dans ce pays. Donc moi ça a été une tasse de thé avec l'ambassadeur de Chine, et voilà, d'un seul coup j'ai pris une dimension tout à fait galactique, mais je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qui se passe quand même pour qu'on en arrive là, pour que l'armée française demande un rapport là-dessus. Je me suis rappelé quand même que notre président, qui s'appelle Emmanuel Macron, était quand même en français dans le texte, The Young Leader of the French-American Foundation, c'est-à-dire que concrètement, donc un jeune dirigeant de la fondation franco-américaine, c'est-à-dire que très concrètement, je ne sais pas si faut imaginer qu'il n'y a pas l'équivalent avec la Chine, hein, ça n'existe pas ce type de programme. Donc ça veut dire que un certain nombre de Français ne se posent pas la question de savoir quels sont les liens, les collusions même entre donc une puissance étrangère et la nôtre. Et puis quand vous voyez les affaires McKinsey, l'affaire Alstom, et aujourd'hui quand même, c'est-à-dire le fait qu'on déclare sans la déclarer plus ou moins la guerre avec un pays qui en fait qui constitue notre principale source d'approvisionnement. Donc si c'est pas, il me semble quand même que c'est assez, vous pourrez en faire la démonstration assez rapidement, mais les États-Unis nous poussent à faire la guerre pour nous appauvrir, d'une manière totalement, ils nous envoient en fait en première ligne, parce que il y a un problème, j'allais dire, presque philosophique que je me suis posé par rapport à cette question-là. C'est bien sûr que par définition, si on parle de défense, on n'est jamais assez défendu. Un pays a le droit de se défendre. Le salus populi supreme alex, hein, comme disait Cicéron, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Je comprends très bien qu'on n'est jamais assez défendu. D'accord. Et on aura beau... je pourrais vous démontrer par A plus B qu'à un pays qui est socialiste... Vous pouvez le déduire de la lecture du Capital. Un pays qui est socialiste ne pousse pas à la guerre comme la nuit et l'orage, tout simplement parce qu'il n'y a pas le même mode de production qui pousse une sorte de machine infernale qui ne passe même pas par un cerveau humain, mais qui pousse à la maximisation du profit, qui veut enrayer la baisse tendancielle du profit, qui veut chercher de nouveaux débouchés, etc., etc. Normalement, il y a moins ce genre de problème dans l'histoire du socialisme. Je pourrais vous démontrer aussi par A plus B que ce n'est pas dans l'histoire de la Chine de faire la guerre à l'étranger. C'est pas du tout dans sa culture. Je pourrais vous convaincre avec des tas de choses comme ça. Je comprends très bien que, a priori, la France de pouvoir se défendre contre n'importe quel pays, y compris Liechtenstein. Pourquoi pas? D'accord. Mais le problème, c'est que là, la question, c'est pas la question d'être prêt à faire la guerre ou pas. C'est de toute façon, pour cela, il faut avoir une industrie, il faut avoir une économie. Donc de toute façon, quand bien même les États-Unis voudraient, par exemple, nous pousser à faire la guerre avec la Russie, de toute façon, nous n'avons pas les moyens. Aujourd'hui, si même les États-Unis déclaraient la guerre à la Chine, il faut savoir que la plupart des armes qui sont faites aujourd'hui, de toute façon, demandent des terres rares. C'est la Chine qui a toutes les terres rares. Donc qu'est-ce qui se passe en fait derrière cette espèce d'énorme manigance, de ces appels à la guerre, de ces rapports qui ne sont faits que pour pousser à l'affrontement? Il s'agit en fait d'envoyer les pays européens, les nations européennes à la casserole.
et de nous affaiblir. On le voit bien, et eux, pendant ce temps-là, développent le gaz de schiste, et nous, on leur paye à prix d'or. C'est à peu près ce qui est en train de se passer. Donc arrêtons avec ce genre de rapport qui ne pousse qu'à préparer des guerres et à créer en fait des ennemis dans le pays. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on était revenu à l'époque du maréchal Pétain avec les bons et les mauvais Français. Vous êtes un mauvais Français, vous avez eu des relations avec des Chinois. Et je parle même pas peu avant, en tant qu'éditeur, j'avais vu l'affaire Kennedy, quand même, un de mes auteurs qui avait passé 4 jours en garde à vue parce qu'il était président de l'association d'amitié franco-coréenne. Association fondée en 1969 et dont avait été président, un ancien ministre du général de Gaulle qui s'appelait Terre-Noire, qui était résistant à déporter. Parce que oui, il y avait des relations avec la Corée du Nord en tant que pays antifasciste. Oui, on avait des relations, même à l'époque des gaullistes, c'était banal. Après, on a appris cette espèce d'aberration qu'il n'y a que 2 pays en Europe qui n'ont pas de relation avec la Corée du Nord, c'est la France et l'Estonie. Bon, pourquoi c'est la même logique, c'est qu'on crée un ennemi alors qu'on n'est pas en guerre. Mais alors, d'accord, mais alors le problème c'est que justement pour éviter une guerre, il faut quand même pouvoir se parler. Enfin, il me semble que... Et tout est fait pour créer cette idée d'aliénation, que les gens seraient complètement différents. Au lieu que tout soit prétexte à essayer de se comprendre, dès qu'on pointe une différence, c'est pas pour essayer de la réserver, c'est pour essayer de creuser en fait le trou. Je parle très vite de la Corée du Nord, mais je donne par exemple un exemple très vite pour que les gens comprennent de quoi je veux parler. Ça ne plaît à aucun Français, les statuts de 70 mètres de dirigeants. Les Français n'aiment pas ça. Personne n'aimerait ça pour qui que ce soit. Mais simplement après, les gens vont vous dire, les gens se prosternent devant des statuts de dirigeants. Ils ne se prosternent pas, ils disent bonjour. En coréen, quand on salue comme ça, c'est une manière de dire bonjour. Donc arrêtons d'en rajouter. Si ça vous plaît pas, c'est une culture confucianiste. Ne rajoutons pas sur les différences qu'il peut y avoir entre nous. Et de toute façon, c'est un pays qui défend sa souveraineté, qui a le droit à sa souveraineté. Pour la Chine, c'est puissance 10, c'est a fortiori. Donc, vous avez tous ce genre de rapport, en fait, pour meubler. Ils multiplient, en fait, le clash des civilisations, le conflit de civilisation, le fait qu'effectivement, ils sont à l'autre bout du monde, donc forcément, ils sont pas comme nous. Donc, on va insister sur leur côté le confucianisme, et nous, ça serait je veux bien admettre que non-croyants, j'appartiens à une civilisation chrétienne ultra-laïcisée, d'accord, ça crée des différences, je suis tout à fait d'accord, mais on voit pas pourquoi ça déclencherait, ça aboutirait absolument à un type de conflit. Alors, ils vous font des tours de passe-passe, parce qu'en fait, comment sont faire ce genre de rapport? Moi, ça m'a beaucoup intéressé de lire, finalement, ce rapport dont j'ai oublié, d'ailleurs, le nom des auteurs, parce que pour moi, ce sont deux particuliers qui travaillent pour l'OTAN. Enfin, ils nous ont répondu en disant mais non, mais on a travaillé, mais on n'y travaille plus. Bon, quand on écrivait, c'était pas pour l'OTAN. Bon, d'accord, ouais, ok. Ça change tout. Donc, non, ils sont pas allés au stade de l'individu, qui est le particulier réfléchi sur lui-même et par là élevé au stade de l'individualité. Je pense qu'ils se sont pleinement des primitifs. Et on leur demande de prendre un rapport parce qu'au-delà, il y a le lobby militaro-industriel et qui a des exigences. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Dans la dictature du capital, c'est que ça passe même pas par un cerveau humain, ça passe par des mécanismes. Et d'un seul coup, la guerre peut être déclenchée pour n'importe quel prétexte. Et donc, faut absolument vous faire croire que la Chine est tellement différente que ça ne peut aller qu'au conflit. Alors, ils appellent ça, ils ont un mot, c'est très joli, ils appellent ça le piège de Thucydide. Alors, c'est quoi le piège de Thucydide? Ils ont trouvé encore alors lui, il s'appelle Graham Allison, je me rappelle de son nom. Alors, vous savez, ça fait toujours très bien quand on met un peu de grec et de latin pour les noms d'entreprises, c'est parfait, ça fait très chic. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils vont vous faire une comparaison. Ah, c'est ce grand statut épistémologique de la comparaison, hein. C'est merveilleux. Hein. C'est le fameux démon de l'analogie, hein, comme disait Mallarmé. Hein. On peut faire des comparaisons partout. Même Flaubert, il disait, les comparaisons, j'en ai partout comme des poux. Parce qu'on peut tout comparer, on peut tout dire avec une comparaison, parce que ou une chose est pareille, ou une chose est son contraire. Et alors là, vous pouvez disserter. À force de ça, j'ai un gros problème, par exemple, la notion même de littérature comparée. Vous ne savez pas où ça s'arrête. Donc, ils vont faire une comparaison. Donc, c'est quoi la comparaison? Les États-Unis, la Chine,
Sparte et Athènes. Alors eux, je pense qu'ils se mettent du côté de l'Athènes, c'est une grande démocratie, bon, esclavagistes aussi, comme eux d'ailleurs. Bon, le degré de développement culturel était quand même un peu moindre, il me semble, même si je peux me permettre, pour ces gens qui nous doivent quand même leur indépendance, je veux dire, en tant que Français. J'ai mon petit orgueil national, le fait de me faire ficher comme un vulgaire agent chinois par cette armée française. J'avais envie de leur dire, mais vous travaillez pour une puissance étrangère à qui nous doivent qui nous doivent l'existence, enfin quand même, il faudrait quand même un petit peu leur rappeler. Bon, et donc ils sont à Athènes contre Sparte. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que en fait a montré Thucydide? Il a montré que dans la guerre du Péloponnèse, les causes c'est quand même la tendance à l'hégémonie d'Athènes, et ça ne pouvait arriver qu'à l'affrontement avec Sparte, qui s'inquiétait en fait de toute cette ligue de Délos autour d'Athènes, et le conflit était inévitable. Donc on en conclut que la Chine étant en train de monter et les États-Unis restant quand même une grande puissance, ça ne peut aller qu'au clash. Donc voilà, ça s'appelle un raisonnement, ça s'appelle une démonstration. Derrière, il y a la Troisième Guerre mondiale, mais c'est pas grave, mais c'est un grand statut épistémologique, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça que ce genre de rapport, ça sert à ça sert à affirmer ce genre de thèse. Mais c'est absurde ce genre de choses, parce que évidemment, vous pouvez trouver n'importe quel conflit qui a dû être déclenché, vous pouvez en trouver partout. C'est pas la question, c'est la force de Thucydide. En plus, c'est malheureux d'utiliser Thucydide, qui est quand même le symbole même de la réflexion, de la réflexivité en histoire, de la recherche des causes, de l'analyse concrète d'une situation concrète, comme dirait Lénine. C'est vraiment ça. Il s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé pour ma Troisième Guerre mondiale à moi, enfin pour sa guerre mondiale à lui, qui était justement la guerre du Péloponnèse, qui est quand même vu la chute irrémédiable d'Athènes. Mais justement, lui, il est allé chercher dans cette analyse-là de ce qui se passait concrètement. Il n'a pas fait une analogie foireuse. Vous comprenez? Voilà. Non, c'est pas grave, ils vont vous payer des plumitifs pour faire ce genre de rapport, pour faire ce genre de thèse. Et alors, ils vont vous revendiquer pour eux tous les privilèges de la sinologie. Mais bon, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que des gens qui parlent chinois, il y en a 1 milliard et des poussières, 1,5 milliard. Bon, il n'y a pas que eux qui parlent chinois, et pas eux qui comprennent ça, qui comprennent ce qui se passe là-bas. Et à la fois, on nous met toujours devant le chantage de l'expertise. Ah oui, donc pour faire ce rapport, ils ont 50 personnes, d'accord. Mais ils vont toujours chercher ce qui les arrange. Donc par exemple, ils ont l'adage qui est quand même très célèbre de Deng Xiaoping, vous savez, pour commenter en fait le changement, disons, de braquet dans la diplomatie chinoise qu'on a vu récemment. Deng Xiaoping avait formulé en fait une doctrine diplomatique qui est Tao Quang Yang Hui. Comme vous voyez, je parle un chinois parfait. Donc, ça veut dire, en fait, cacher sa splendeur et nourrir l'obscurité. C'était la doctrine étudiée par Deng Xiaoping pour dire qu'en fait, la Chine devait faire profil bas. Et après, vous avez, on est passé en fait à la diplomatie dite en fait des loups guerriers, Chan Lang, et qui aurait, paraît-il, changé complètement la perspective, une perspective beaucoup plus agressive. Moi, j'ai pas été agressé quand je suis allé une demi-heure à l'ambassade chinoise. Non, j'ai trouvé tout à fait charmant. Mais donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand ils commandent ça, ils veulent dire bon, cache ta splendeur et nourrir l'obscurité. C'est un machiavélisme fou. C'est-à-dire qu'après, la Chine va se jeter sur nous pour nous dépecer, nous occidentaux. Mais en fait, si vous regardez en fait d'où ça vient, si on fait un peu de sinologie, on va chercher des sinologues, pas des primitifs de l'OTAN. Et alors, donc j'en ai trouvé une, Elisabeth Martins, elle commente les fameux caractères. Donc c'est une locution fixe, née d'un enchevêtrement d'événements historiques qui remontent au XIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Dicine, le dernier roi des Shang, on est XVIIIe siècle, XIe siècle avant Jésus-Christ, régnait par la terreur. Il fit arracher le cœur de son propre frère qui avait osé lui faire des reproches. Pour échapper au même sort, son troisième frère, sachant qu'on ne pouvait exécuter un simple d'esprit, simula la folie. Vous avez un frère totalement tyrannique, et l'autre frère, pour se défendre, en fait, simule la folie. C'est de cette histoire qu'est née l'expression Tao Quang, dissimuler son intelligence et cacher ses talents. Par ailleurs, Dixing, dans sa folie dominatrice, avait également fait incarcérer son rival principal, le roi Wen, futur roi des Zhou. La tradition lettrée rapporte que c'est pendant son incarcération que le roi Wen aurait rédigé certains commentaires du I Ching. Là, un des hexagrammes décrit sa propre situation d'injuste oppression et celle du frère de Dixine qui les obligeait tous deux à dissimuler leur intelligence et à attendre de meilleures conditions. Le roi Wen a intitulé cet hexagramme « Obscurcir sa lumière »,
D'où est née la seconde partie de la locution, nourrir l'obscurité. Autrement dit, dans une telle situation, il vaut mieux dissimuler son savoir et patienter. Bon. Qu'est-ce qu'on comprenne les Chinois? Faisons de la philologie. Moi, j'aime bien la philologie. Je pense que c'est avant même l'histoire. Il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que veut dire ce mot chez eux? Donc pour l'OTAN, ça veut dire ces gens-là en fait sont des machiavéliques et ils dissimulent en fait leur volonté de nous dominer, de nous tailler en pièces, etc. Comme on l'a fait nous en fait depuis l'époque de Christophe Colomb, enfin soit dit en passant quoi. Bon. En fait, non, ça veut dire que ça se rapporte à un frère persécuté par son frère tyrannique et qui essaie simplement de survivre. Donc ça veut dire que ça a un rapport en fait à une persécution antérieure. Donc si on cache sa splendeur, c'est parce que justement il y a quelqu'un qui exerce une tyrannie. Alors la tyrannie, c'est bien celle des États-Unis ou pas, ou celle de l'Occident? Est-ce que la Chine n'était pas dépecée, martyrisée pendant tout le 19e siècle, au moins jusqu'en 1949? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ça reste pas un peu dans l'esprit des Chinois? Je rappelle aussi à d'autres personnes que en 1860, la France a pillé, mais littéralement pillé le palais, le jardin de la Clarté Parfaite, hein, qui est le palais d'été, le sac du palais d'été, Wanming Yuan Wen. Et je suis content d'ailleurs une amie qui est là dans la salle et qui m'avait rappelé que le noble Pierre Berger, grande conscience de la gauche en France, qui est décédé depuis, avait hérité des bronzes Yongsheng par je ne sais quel qui figurait dans ce palais d'été. Et il voulait pas les rendre à la Chine. Parce que la Chine n'avait pas reçu le Dalai Lama ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que, en fait, cet humanitarisme, droit de l'homisme occidental servait en fait à continuer à exercer une domination coloniale absolument hontée, totalement indécente. Je veux dire, vraiment ce rapport, moi ça m'a beaucoup amusé, tu t'es vu quand t'as bu quoi. Ces gens-là qui encerclent la Chine de 700 bases, la Russie d'absolument 700 bases, qui mettent un certain nombre de pays sous embargo, qui les affament, alors que la Chine ne fait absolument pas ça, donnent des leçons. Et surtout, là, dès que la Chine fait du soft power, voilà, j'emploie un mot qui est quand même, alors là, c'est le scandale. C'est-à-dire dès qu'ils font le quart du tiers de ce qu'ils font eux, c'est une catastrophe. Et puis alors, ils vont vous trouver des choses du genre la jeunesse du Parti communiste chinois est liée au Parti communiste chinois. Qu'est-ce que c'est machiavélique, hein, voilà, on apprend des choses comme ça. Le Parti communiste sur ses intérêts. Et alors, en fait. Ah oui, j'ai oublié quand même de vous dire, parce que là, je rends quand même hommage aux gens qui m'invitent, à Gilda, Étincelle, le pôle de Renaissance communiste en France, sur lequel il ne pourrait pas y avoir ce café marxiste et cette régularité, et le fait que vous veniez. Les éditions d'Elga, qui, elles, sont indépendantes aussi de tout ça, même si moi j'ai des intérêts politiques, mais mon collègue, par exemple, ne milite pas comme moi au même endroit. Mais donc les éditions d'Elga, elles, sont très indépendantes et peuvent se permettre de répondre. Le café marxiste qui est organisé là peut se permettre de répondre. Sinon, on ne pourrait pas. On ne peut se faire dénoncer que comme mauvais français sans répondre. Et ce rapport, lui, au contraire, a été relayé dans tous les médias. Mais vraiment à son de trompe, hein. C'était l'année dernière. Il fallait absolument... D'un seul coup, ils se sont tous mis à dire qu'il fallait le lire. S'ils n'ont pas des ordres, faut m'expliquer. Pourquoi d'un seul coup, ils s'intéressent à ce rapport de 150 pages que, évidemment, personne n'a lu entièrement. Alors comment il marche, c'est très, moi ça m'a passionné de voir. Ils mettent un avertissement. L'avertissement c'est pour les journalistes, journalistes pressés. Un journaliste par définition est toujours pressé. Donc nous avons rien contre la Chine. On n'est plus à l'époque de la canonnière quand même. On peut plus les préjugés racistes, ça marche plus quand même. On peut plus. Donc c'est pas contre la Chine, c'est pas le problème. On doit pas leur apporter les lumières, etc. C'est pas ça. Non, notre problème c'est que la Chine est dirigée par un parti léniniste. Ah bah voilà. Voilà, donc voilà. Alors, parti léniniste, bah oui. Alors là, peut-être même, je ne serais pas forcément d'accord avec certains d'amis chinois. Je pense qu'ils aiment pas trop insister sur les liens avec la Russie, le marxisme, etc. Ils veulent tout siniser, et pourquoi pas. Mais de toute façon, le marxisme, c'est toujours adapté à n'importe quel pays. Il y a toujours un mélange, disons, de situations nationales particulières, et puis le caractère universel de quelque chose qui s'appelle la philosophie occidentale, qui va de Platon jusqu'à Marx. Et ce qui est très beau, bah, c'est cette rencontre-là. Bon, voilà. Mais effectivement... voilà, mais c'est sûr que le lien avec Lénine est quand même assez fort, ne serait-ce que parce que ça fonctionne d'une certaine manière. On peut voir, par exemple, on fait une expérience. C'est quoi un parti communiste qui abandonne le léninisme? Eh ben, c'est un parti qui, le 30 novembre dernier, se retrouve à voter les crédits de guerre contre la Russie, comme en 14.
Mais vraiment comme en 14, hein, comme Jules Guesde, hein, Jules Guesde, on lui avait dit il y a deux solutions, soit tu vas en prison, soit tu es ministre. Donc curieusement, il a choisi ministre. Voilà, et aujourd'hui, le Parti communiste français je vous le dis clairement et simplement, ils ont voté les crédits de guerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à un point où même quelques semaines avant, ils allaient voir Cuba en disant qu'ils étaient contre l'impérialisme. Ce qu'ils appellent une forfaiture, hein, ça veut dire qu'on raconte n'importe quoi à la personne qui en a en face. Donc quand c'est capital français, alors là, on signe tout de suite. Oui, c'est bon, il y a pas de problème. Donc voilà, c'est ça ce que donne un parti sans léninisme, c'est-à-dire sans centralisme démocratique, sans dictature du prolétariat, sans tout ce que vous voulez, c'est-à-dire un parti dont la classe ouvrière ne peut pas se défendre des menées, des influences de la bourgeoisie, parce que les idées de la classe dominante sont celles de la classe dominante, comme vous le savez, et on ne le voit que trop. On ne le voit que trop. Vous ne pouvez pas défendre une politique de classe qui va, en fait, contre les intérêts de tous les gens qui dirigent, si vous n'avez pas un certain nombre de principes organisationnels, une discipline de fer, et si vous ne défendez pas le centralisme démocratique, c'est-à-dire la possibilité d'exercer la démocratie, donc le pouvoir du plus grand nombre, mais de manière la plus efficace, c'est-à-dire le centralisme démocratique. Donc ça c'est évident. Donc il faut rendre hommage au léninisme. Et certainement un parti communiste qui a mené la libération de son propre pays, moi j'ai effectivement j'ai de l'admiration pour ce pays. Et pour ce parti qui, je le dis clairement, c'est pour ça que, oui, effectivement, on avait mis en première page, je crois que c'était une idée de Jean-Pierre, d'ailleurs, ce qui veut dire fêter le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Vous voyez, j'ai quand même besoin de lire mes notes. Qu'est-ce que ça veut dire donc ça les gêne qu'il y ait un parti communiste chinois qui effectivement défend quand même un certain nombre de principes du socialisme, puisque la plupart des secteurs clés, 80%, sont toujours nationalisés, 40% des secteurs non clés. Oui, c'est un pays qui se défend. Je veux bien qu'on ait toutes les discussions que vous voulez sur la façon dont les Chinois perçoivent le communisme. Pourquoi pas, mais c'est d'abord à eux d'en décider. La façon dont qu'est-ce que c'est le communisme pour eux, ça les regarde d'abord. Mais quand même, au moins, moi j'en suis arrivé à cette conclusion-là, c'est que au moins ils défendent ce que nous avons donné, c'est-à-dire des principes que j'appellerais jacobins, même si ça coûtait un petit peu français d'en l'écrire, c'est quand même souveraineté populaire, le contrôle de sa propre monnaie, le contrôle de ses propres frontières, la lutte pour l'indépendance, c'est pas simplement militairement, c'est-à-dire se donner les moyens de le faire, les moyens militaires de le faire. Donc c'est pour ça que de toute façon, il y a eu des tas de débats, il y en a beaucoup moins maintenant qu'il y a eu un tel développement social, mais il y avait des tas de débats sur le statut de la classe ouvrière en Chine, surtout au début des années 2000. Moi déjà j'avais un petit problème parce que je me dis, on voit l'exemple de Solidarnosc, parier pour la classe ouvrière, défendre une partie de la classe ouvrière dans un pays socialiste, ça donne souvent de choses pas très très bonnes. Donc aujourd'hui il n'y a plus trop ce débat. Mais j'allais dire de toute façon, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'on en arrive maintenant à ce qu'on nous interdit ne serait-ce que d'avoir de simples relations culturelles avec la Chine. Et au-delà, on a mis quand même le texte de Voltaire, on l'a mis là-dedans, sur le dictionnaire philosophique. Les Lumières s'inspiraient de la Chine. Ils ont décidé de s'inspirer de la Chine comme, je sais pas moi, Diderot s'inspirait le supplément voyage de Bougainville, il allait à Tahiti, Montaigne parlait des cannibales au Brésil. Le génie de l'Occident, parce qu'il y a eu un génie, il n'y a pas eu que le colonialisme, il y a quand même, c'est la réflexion sur soi, la capacité de sortir de soi et de se regarder de l'extérieur. Et on en a besoin, c'est une manière de respirer. On a besoin de se dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, comment on se perçoit, c'est quoi la différence, et comment est-ce qu'on peut au contraire essayer de travailler sur ça, et les Chinois proposent, c'est quoi la doctrine aujourd'hui, c'est communauté de destin pour l'humanité. Doctrine de Xi Jinping. Alors, vous pouvez dire c'est machiavélique, etc. C'est ce qui, pour eux, de toute façon, à partir du moment où les Chinois disent quelque chose, c'est l'inverse. C'est pratique. C'est comme je vous ai dit, une chose est soit la même chose, soit son contraire. Donc, quand les Chinois vous disent qu'ils vous veulent du bien, c'est qu'ils vous veulent du mal. Donc, c'est parti. Vous pouvez rédiger non pas 600 pages, mais 6000 pages comme ça. Il y a pas de problème. Mais moi, je vous dis, au bout d'un moment, il y a quand même des problèmes performatifs. À force de dire que les Chinois disent, voilà, nous voulons faire du commerce avec vous, le donnant-donnant, parce que c'est souvent ça qu'ils proposent, y compris à l'Afrique. Ils créent des conditions pour le faire. Quand vous avez les États-Unis, la doctrine des États-Unis, c'est America Great Again, c'est la nation indispensable, c'est un certain nombre de, on est toujours dans la doctrine Monroe, c'est Clinton pensait vraiment que les États-Unis sont à un privilège à diriger le monde et à donner un certain nombre de conseils dans le monde et à diriger un certain nombre de pays. Alors, je résiste pas parce que
après je vais passer tout de suite la parole à Jean-Pierre, ça sera plus simple. Mais dans les auteurs de la Chine sans œillère, j'avais trouvé un texte de Bruno Guig, il faut quand même que je vous le lise, parce que je trouve qu'il ne s'est jamais aussi bien résumé la situation comparée de la Chine et des États-Unis. Donc, une comparaison factuelle entre la Chine et les États-Unis est particulièrement édifiante. Depuis 40 ans, les États-Unis et leurs vassaux ont participé à de nombreuses guerres. La Grenade, Panama, Somalie, Afghanistan, Libye, Irak, Syrie. La plupart de ces interventions militaires étaient contraires au droit international. La Chine n'en a fait aucune. Les États-Unis ont 725 bases militaires à l'étranger. La Chine, une seule, en l'occurrence à Djibouti, comme vous le savez. Certaines de ces bases militaires sont à proximité de la Chine, qui n'a aucune base à proximité des États-Unis. Ces derniers, les États-Unis, ont un budget militaire de 780 milliards de dollars. La Chine, de 260 milliards de dollars. Par habitant, les USA dépensent donc pour leur armée 12 fois plus que la Chine. La marine de guerre des États-Unis était omniprésente dans le détroit entre la Chine et Taïwan et en mer de Chine méridionale, tandis que la marine chinoise ne patrouille jamais entre Cuba et la Floride et au large de Manhattan. Les États-Unis et leurs institutions qui en dépendent imposent des politiques d'austérité néolibérale aux États implantaires. La Chine, jamais. Les États-Unis infligent des sanctions économiques à 39 pays, blocus et embargo contre Cuba, l'Iran, la Syrie, etc. La Chine a aucun. L'immense appareil de propagande des États-Unis produit de fausses informations, notamment sur les violations des droits de l'homme contre les États ou les gouvernements qu'ils veulent combattre. La Chine, jamais. Les États-Unis ont orchestré ou tenté d'orchestrer des opérations de regime change dans de nombreux pays, Libye, Syrie, Ukraine, Venezuela, Honduras, la Chine, jamais, etc., etc., etc. Donc posons les choses concrètement, ça mériterait au moins un débat. Évidemment, il n'y a pas eu de débat, mais je remercie Gilles Damnier qu'il faut passer la parole à mon confrère Jean-Pierre Page. Mais peut-être qu'on l'aura entre nous, voilà, ça sera la moindre des choses. Et merci beaucoup d'être venu, vous créez un peu d'air frais, voilà, ça me permet de respirer. Merci. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire, parce que là, je voudrais vraiment lui rendre hommage. Ça a été préfacé par le contre-amiral Gaucheran, qui n'a pas le bonheur d'être marxiste-léniniste, mais qui est néanmoins un très honnête homme et un grand militaire, et je le dis, je suis sûr que l'armée française ne tirera pas sur décision américaine. Il a dit, vous avez raison. Donc voilà. Bonjour, et d'abord, merci de m'avoir invité. J'avais prévu une intervention. Je la prononcerai pas parce que beaucoup de choses ont été dites déjà. Et puis je pense que, compte tenu des horaires, il faut aussi laisser, comme on dit, de la place un peu au débat, aux questions que vous pouvez avoir. Je voudrais insister seulement sur quelques idées. Évidemment, il y a, c'est le moins qu'on puisse dire, une mobilisation presque de tous les instants, en particulier à travers les médias, mais aussi à travers l'action de nombreux politiciens contre la Chine. Voilà, il y a un climat, une atmosphère d'hostilité permanente. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion, il y a déjà de ça une quinzaine de jours, on a invité l'ambassadeur de Chine sur la chaîne LCI. Ça a tourné à la provocation. Ça a tourné. On était au terme du 20e congrès du Parti communiste chinois, un parti de 97 millions d'adhérents qui existe depuis un siècle, qui a amené en 75 ans le plus grand pays du monde à la population la plus importante, 1,5 milliard presque, au niveau de développement qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire, selon les opinions, la première ou la seconde économie du monde, et en tous les cas, qui est une économie ascendante, quand la nôtre ou celle des États-Unis est descendante, déclinante. Voilà, on n'a pas parlé de ces problèmes-là, on a parlé de beaucoup d'autres choses qui sont en relation, disons, avec les différents thèmes autour desquels la Chine est accusée donc d'être une puissance antidémocratique, autoritaire et presque anachronique dans le monde, dans la vision du monde que l'Occident cherche à promouvoir. J'ai trouvé, je ne sais pas, comme je disais, si un certain nombre d'entre vous l'ont entendu, mais j'ai trouvé ça extrêmement choquant
choquant, y compris du point de vue des relations et de la simple courtoisie, si vous voulez, à l'égard de cet ambassadeur qui représente ce grand pays. Voilà. Alors ça, c'est ce climat d'hostilité permanente, entretenu régulièrement autour de différents thèmes. Alors la question qu'il faut, à mon avis, se poser, c'est pourquoi c'est ainsi. Alors, évidemment, il y a un contentieux, il y a un passif, et on a du mal à supporter chez nous, en France et en Occident d'une façon générale, le fait que ce pays qui a effectivement été pillé, martyrisé, massacré, ramené à un état de dépendance extrême à l'égard de l'Occident, que ce pays s'est libéré, s'est mis debout, et en un temps absolument, à l'échelle humaine extrêmement court, bref, pourrait-on dire, est devenue la puissance mondiale, pas seulement sur le plan économique, mais aussi dans le domaine de la recherche, des nouvelles technologies, par exemple, mais également dans le domaine de la coopération, avec un grand nombre de pays dans le monde. Vous avez entendu parler de ce projet qu'on dit être un projet pharaonique, mais qui est le plus grand projet de coopération mondiale jamais envisagé en tous les cas, et qui se développe actuellement avec l'adhésion de près de 140 pays dans le monde, dont 17 pays européens, et non des moindres, comme l'Italie par exemple, qui s'appelle les routes de la soie. Voilà. Alors, c'est un vaste projet de coopération à la fois qui est tourné beaucoup vers le sud, mais qui cherche donc à nouer des relations beaucoup plus étroites et à développer en quelque sorte un état d'esprit différent dans le domaine des relations internationales, dans l'architecture nécessaire, l'architecture des relations internationales qui est nécessaire à notre temps, à notre époque. C'est-à-dire toute autre chose que cette imposition hégémonique de la part des États-Unis, cette dictature totalitaire véritablement sur les relations internationales qui est que l'on cherche à imposer, il faut le dire de plus en plus difficilement, parce que le monde change très très vite, et on le voit notamment à la faveur des événements en Ukraine. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de monter, en tous les cas, l'aspiration à d'autres relations que des relations de rapport de force telles que les pays occidentaux et principalement les États-Unis ont imposé jusqu'à présent de manière totalement unilatérale. Alors, et c'est là que je veux insister sur le besoin de prendre en compte le nouveau rapport de force international. Et dans ce nouveau rapport de force international, il est indiscutable que la Chine joue un rôle tout à fait prépondérant. Alors, il y a certainement beaucoup de choses à dire sur la façon dont cette Chine nouvelle est en train de se construire. Les Chinois eux-mêmes ne prétendent pas être un modèle, mais c'est indiscutablement un exemple. Et un exemple qu'il faut réfléchir, je dirais, à l'aune de la dimension de ce pays, et aussi de ce que représente cette civilisation de 5000 ans en continu qui, aujourd'hui, exerce une influence aussi importante sur l'état du monde, sur le rapport de force mondial. Alors, pour l'impérialisme, pour les Américains, pour les Occidentaux, et donc pour la France, qui est un pays vassal de la stratégie, en tous les cas de la vision stratégique qui est celle des États-Unis à l'échelle mondiale, évidemment, c'est très inquiétant. Alors, c'est très
très inquiétant cette place qu'occupe la Chine, parce que évidemment, même s'ils ne sont pas un modèle, mais ils sont par certains côtés un exemple, ils font la démonstration on peut faire autrement, on peut envisager les choses autrement, on peut construire un type de relation internationale, de coopération qui soit différent de ce qui a été imposé jusqu'à présent. Et c'est le fait que la Chine, d'une certaine manière, peut représenter une alternative avec son projet de socialisme à la chinoise, la démonstration qu'ils font de leurs résultats, à travers leurs résultats, à travers le progrès, qui constitue une menace objective à l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le capitalisme international, le capitalisme le plus puissant, c'est-à-dire celui des États-Unis, et donc dans ces conditions, évidemment, ça fait réfléchir, ça pose beaucoup de questions, et ça pose beaucoup de questions dans de nombreux États qui ne voient plus, parce que ce rapport de force est en train de changer, les pays occidentaux comme ceux qui doivent indiquer la voie à suivre. Et on voit aujourd'hui des repositionnements qui sont en train de s'opérer à la faveur de la politique et des initiatives de la Chine, mais pas seulement de la Chine, mais de la Chine et de ses alliés, car vous savez, la Chine inscrit son action au niveau international à travers des alliances importantes, comme par exemple ce que l'on appelle les BRICS, c'est-à-dire cette alliance avec un certain nombre de pays émergents qui sont le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Inde, et qui représente une force, un potentiel, une capacité au niveau mondial, pas seulement en termes de population, mais en termes de puissance économique, de ressources, et qui est extrêmement important. Et alors, cette évolution, vous avez peut-être pu voir là, ces jours-ci à la télévision, vous avez Xi Jinping qui est en visite en Arabie Saoudite. Et vous avez vu également que l'Arabie Saoudite, qui pourtant était un allié fidèle des États-Unis depuis les années 30, voit sa position évoluer dans une relation ça n'excuse rien et ça ne justifie rien de ce que représente, je n'essaye pas de légitimer de quelque manière que ce soit le régime saoudien, mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est ce qui est en train de changer, l'état d'esprit qui cherche à se frayer un espace pour une alternative à ce qui a été jusqu'à présent cet unilatéralisme made in USA en quelque sorte qui était imposé au reste du monde depuis la disparition, depuis la destruction de l'Union soviétique. Alors évidemment pour l'impérialisme et ses alliés, cette situation est absolument intolérable. Donc il faut se donner les moyens non seulement de contenir l'influence de la Chine, et en particulier dans certaines régions, je pense, une région que je connais assez bien pour y avoir passé près de 20 ans de ma vie, c'est-à-dire en Asie, essayer de contenir autant que faire se peut l'influence de la Chine, mais même chercher à la refouler. Alors les moyens qu'ils ont à leur disposition, c'est essentiellement des moyens militaires. Alors vous avez certainement fait attention au fait que au mois de juillet, il y a eu la conférence de l'OTAN de Madrid, où l'Alliance Atlantique a quelque sorte décidé de réorienter stratégiquement ses priorités vers l'Asie, c'est-à-dire on va maintenant l'OTAN va prendre en charge en quelque sorte dans ses préoccupations militaires, dans ses préoccupations stratégiques au plan militaire, la montée en puissance de la Chine et l'influence qui est la sienne. Et simultanément
presque simultanément, quelques semaines auparavant, vous avez eu un accord tout aussi important qui a été conclu entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, qui s'appelle l'AUKUS, dont on a beaucoup parlé en France parce que il a conduit à la rupture du contrat que l'Australie avait conclu avec la France sur l'achat de sous-marins. Bon, le nouvel accord, donc, dont la France a été exclue par les États-Unis, va permettre à l'Australie de pouvoir disposer d'une flotte de sous-marins à propulsion atomique, c'est-à-dire à propulsion nucléaire, à propulsion nucléaire. C'est-à-dire que les États-Unis, en passant cet accord avec les Britanniques et les Australiens, vont en quelque sorte aggraver la situation. La nucléarisation, si vous voulez, de toute cette partie de l'Asie du Sud-Est, avec évidemment dans la cible, dans le collimateur en quelque sorte, la Chine. Simultanément, les États-Unis continuent à multiplier l'installation de bases militaires tout autour de la Chine, en quelque sorte, un espèce de cordon sanitaire. Et puis, il y a une grande alliance qui chapeaute un peu tout ça, qui s'appelle la quadrilatérale, la Quad, et qui réunit les Américains, les Japonais, les Indiens et les Australiens, et qui a pour objectif, là aussi, sur le plan militaire, de contenir, de refouler l'influence de la Chine et évidemment de créer les conditions d'une position offensive dans la perspective d'un conflit majeur à haute intensité que tous ces grands stratèges prévoient dans un avenir assez proche. Ce qui me permet de dire d'ailleurs que le prochain livre que notre équipe est en train de préparer et qui sortira dans quelques mois, j'espère avant le printemps, sera consacré à ça, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale, elle a véritablement commencé en Asie. Voilà. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, que les événements en Ukraine, c'est-à-dire la guerre entre les États-Unis et la Russie, sont une forme de répétition générale avant un conflit d'une toute autre dimension, car évidemment, si la Chine, l'influence de la Chine, la puissance de la Chine est devenue quelque chose d'insupportable, l'alliance stratégique, le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, et aussi quelques autres pays, je pense en particulier à l'Iran, mais aussi à d'autres qui sont candidat en quelque sorte à rejoindre ce groupe au niveau international, c'est devenu quelque chose d'absolument intolérable pour les Américains, car ça menace évidemment leur suprématie, et comme leur puissance économique est particulièrement déclinante, évidemment, nous sommes arrivés à un moment où le rapport de force se tend de plus en plus avec les risques, mais aussi avec les opportunités. Il faut à la fois prendre en compte les risques et les opportunités, c'est-à-dire cette force politique qu'exprime aujourd'hui un certain nombre d'États, un certain nombre de nations, de peuples, de forces politiques et sociales à une organisation différente du monde que celle qui a prévalu jusqu'à présent. Et je crois que si l'on prend en compte la très courte période
qui nous sépare de la destruction de l'URSS jusqu'à présent, c'est-à-dire une trentaine d'années, on voit que les choses vont très très vite, et même on serait tenté de dire qu'elles s'accélèrent, ce qui accroît évidemment l'agressivité de l'impérialisme. Alors voilà, donc la Chine joue dans tout ça un rôle tout à fait capital, décisif, qui est à la mesure de la grandeur, de la puissance et des capacités et des ressources de ce pays. Je terminerai par une anecdote. Il y a de ça une quinzaine d'années environ, j'étais à Pékin et j'avais une rencontre avec un vieil ambassadeur français qui s'appelait François Plaisant, qui était d'ailleurs un homme très plaisant, comme son nom l'indiquait, et qui était un fin connaisseur des relations internationales. Et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, vous savez, si vous voulez comprendre la Chine, il y a une chose très simple à comprendre, que mes collaborateurs, qui étaient dans le bureau d'ailleurs, derrière lui, mais que mes collaborateurs ne comprennent toujours pas, c'est que les Chinois, me disait-il, les Chinois sont nombreux, très nombreux. Voilà. Alors si vous comprenez ça, alors vous allez comprendre la Chine. Et du même coup, d'ailleurs, il s'est retourné vers le mur de son bureau où il y avait une très grande et belle planisphère, probablement du 19e, peut-être même du 18e siècle, très très belle. Et vous voyez, c'était quelques années après la chute de l'URSS. Il m'a dit, regardez la place que prend la Russie sur cette carte. Et c'est vrai que si vous regardez une carte de géographie, la place de la Russie est immense, c'est le plus grand pays du monde. Alors il m'a dit, les gens qui vous disent que la Russie c'est fini, ce sont des imbéciles. Voilà. Ben, je crois qu'au vu des événements que nous vivons actuellement, tant en regard de ce qui se passe en Chine que ce qui se passe ici en Europe avec ce que révèle en quelque sorte le conflit en Ukraine, je crois que d'une certaine manière ça lui donne un peu raison. Donc nous avons à prendre en compte tous ces éléments, tous ces facteurs qui sont pas toujours faciles à mettre bout à bout, surtout que nous avons une propension, je dirais, chez nous, en France, en Europe, dans les pays développés, les pays occidentaux, à beaucoup juger les autres par rapport à nous-mêmes. Or, les critères sont pas du tout les mêmes. Si vous voulez que la Chine, évidemment, si on la juge à travers nos critères européens, évidemment, bon, ça passera pas. Enfin, en tous les cas, ça ne coïncidera pas. Et ça peut nous conduire à porter des jugements qui sont tout à fait inappropriés, non seulement sur la Chine, mais sur le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà. Merci. Il y avait des choses intéressantes. Parle fort. Ok, je voulais savoir, parce que vous avez parlé de souveraineté populaire, et c'est vrai que la première, en général, critique faite à la Chine, c'est le côté, c'est une dictature. Et donc, est-ce que, sans rentrer dans trop de détails techniques, vous pourriez donner des grandes lignes de comment s'exerce la démocratie, la souveraineté populaire en Chine, à la fois à l'intérieur du parti, mais aussi comme... souvent on le pense, ce n'est pas un parti unique, c'est aussi d'autres partis, donc juste donner quelques grands traits un petit peu du système de politique et de la démocratie à la chinoise. Et deuxième question éventuellement, sauf si vous l'avez fait au début, j'ai manqué, c'est comment vous lisez le dernier congrès du parti chinois et dans les rapports de force qu'il peut y avoir entre différentes tendances politiques au sein du parti.
Tu veux prendre d'autres questions? D'autres questions? Prendre d'autres questions, ouais. Donc, oui, le jeune homme qui est là. Oui, non, moi, si vous pouviez rappeler, parce que c'est souvent, actuellement, c'est ce qui sort de la bouche de l'Occident actuellement, qui revient contre la Chine dans cette guerre d'influence, c'est la question des minorités en Chine. Donc, si vous pouvez rappeler ce qui se passe réellement sur le terrain, que ce soit d'un point de vue du Xinjiang ou du Tibet ou de la Mongolie intérieure, c'est par rapport à ce rapport-là il y avait votre bouquin là qui est sorti il n'y a pas longtemps sur l'histoire du Tibet, mais rappelez plus par rapport à ça ou sur les questions sur les questions des minorités qui sont les trois grosses, c'est les trois régions autonomes qui sont la Mongolie intérieure, le Xinjiang et le Tibet, et rappeler un peu ce rapport-là également. Et ensuite, deuxièmement, il y a également, parce que ça a été tourné en boucle à la télévision pendant une période, c'était les manifestations à Hong Kong, soi-disant pro-démocratie ou pro-indépendance, on ne sait pas trop. Et pareil, rappeler cette histoire d'un pays de système avec Hong Kong et Macao, ou avec Taïwan, si Taïwan revient à la Chine, le conflit, parce qu'il y a la République de Chine, la République populaire, mais il y a ce côté-là. Voilà, rappeler parce que c'est ça qui revient en permanence dans la bouche de l'Occident et on entend tout et son contraire, donc voilà. Alors il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui pour moi est très inquiétant, c'est les rapports entre la Chine et l'Inde. Et ceci dans le contexte, ce que j'ai vu quelques temps passer, bon je ne crois plus lire le rapport, mais il existe, il y a un rapport venant, je pense, d'un think tank américain, qui a déclaré que la survie de l'humanité dépendait de la surpopulation et que pour assurer la survie de l'humanité, il fallait réduire la population de la Terre à 3 milliards d'habitants. Le moyen le plus efficace, c'est de refaire une guerre, je dirais, de 14 ans de la Chine et l'Inde, étant donné que... Alors c'est ça que je comprends difficilement, parce que l'Inde et la Chine font partie des BRICS, mais en même temps, il y a une confrontation latente qui peut être instrumentalisée aussi à travers le Pakistan. Et là, je pense que pour les États-Unis, jeter l'Inde contre une guerre entre la Chine et l'Inde serait beaucoup plus efficace pour eux que l'île de Formose, qui est une petite plaisanterie à côté. Alors je ne sais pas si vous avez quelques lumières sur ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui me préoccupe un peu. Peut-être que... je ne sais pas comment on va s'organiser, mais je voudrais répondre à ça et sur Hong Kong et sur la relation avec l'Inde. Voilà. Alors, bon, vous avez tout à fait raison. C'est une question très importante et je pense même assez déterminante, c'est-à-dire comment la Chine et l'Inde, dans leurs relations, assumeront leurs responsabilités pour faire en sorte que cette région, qui est la région la plus dynamique qui soit au monde, pas seulement sur le plan économique, mais qui est la région la plus dynamique, où la population est évidemment la plus nombreuse, comment la Chine et l'Inde assumeront leurs responsabilités. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur cette relation entre la Chine et l'Inde. Beaucoup d'idées reçues qui réduisent en quelque sorte le rapport entre ces deux plus grands pays du monde en termes de population, puisque la population est à peu près équivalente, pas tout à fait. Bon, la Chine est un peu plus nombreux que l'Inde, qui compte environ 1,4 milliard. Et les Chinois, c'est un peu plus entre 1,4 et 1,5, je crois. Voilà. Pour essayer de réduire ça à une espèce de conflictualité permanente entre les deux, une espèce de concurrence avec une crainte de l'un et de l'autre de voir la surface de leur influence régionale réduite. Voilà. Je crois que, évidemment, on aurait tort de sous-estimer des contradictions qui peuvent exister du fait de la proximité du voisinage extrêmement proche qui a donné lieu dans différentes périodes, il n'y a pas encore très longtemps d'ailleurs, à des conflits, mais qui sont
ces derniers temps réglé assez vite. Ça c'est un aspect du problème. L'autre aspect, qui à mon avis est très largement sous-estimé, c'est que jamais autant qu'aujourd'hui, les relations entre la Chine et l'Inde ont été aussi développées. Alors, c'est bizarre, hein, parce que si on prend ça d'un point de vue historique, il faut savoir que après l'indépendance de l'Inde et la libération de la Chine, c'est-à-dire la prise du pouvoir par Mao Tse-tung en 1949, la relation entre la Chine et l'Inde était extrêmement importante. Il y avait même une relation de caractère personnel et amical. Par exemple, Nehru et Chou En-lai avaient une relation très forte, amicale et intellectuelle entre deux, et ce n'a pas été indifférent, par exemple, au fait que leur action commune ait permis l'émergence et la réalisation du mouvement des non-alignés. Même si la Chine n'a jamais été membre à part entière du mouvement des non-alignés, il ne faut pas oublier que l'idée venait de Mao Tse-tung et que c'est cette complicité intellectuelle et politique entre Chou En-lai et Nehru qui a permis, avec Bandung, dans les années 50, et par la suite avec Nasser, Tito, Sukarno, Madame Bandaranaike, etc., du Sri Lanka, donc l'émergence de ce mouvement qui a été rejoint par Fidel Castro, etc., et qui a joué et qui joue encore un rôle important. Il y a donc une relation qui est compliquée entre les deux États, mais sur le plan économique, par exemple, jamais elle n'a été aussi forte. Vous avez en Inde actuellement plus d'1 millier d'entreprises chinoises qui continuent à investir de façon extrêmement importante. La relation commerciale, les relations commerciales entre les deux pays n'ont jamais été aussi développées, et il est connu qu'il y a dorénavant entre le Premier ministre indien Modi et Xi Jinping une relation qui, si elle ne donne pas lieu à des déclarations quand ils se rencontrent, en tous les cas, fait que ces rencontres existent. C'est-à-dire, ils ont mis au point entre eux un système de relations politiques où ils se voient assez fréquemment pour gérer les problèmes qui peuvent apparaître. Donc on est dans cette situation, où il y a des aspects contradictoires, mais il y a une tendance qui est intéressante et positive, et comme vous l'avez certainement constaté, l'Inde a pris, notamment sur le conflit en Ukraine, une position qui est assez voisine, pour ne pas dire qu'elle est identique, mais en tous les cas, qui est très voisine de celle de la Chine. En tous les cas, une opposition déclarée aux sanctions à l'égard de la Russie, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est un aspect important, évidemment, du débat. Sur Hong Kong, voilà. Alors, sur Hong Kong, je crois, les Américains, les Occidentaux, dans leur entreprise de containment de la Chine, de refoulement de la Chine, évidemment appuient sur tout ce qui peut créer ou susciter des conflits, des tensions à l'égard de la Chine. Alors, il y a le problème du Xinjiang avec le Ouïghour qui est bien connu. Il y a le problème de Hong Kong. Alors Hong Kong, c'est le résultat, le statut de Hong Kong. D'abord, Hong Kong, c'est la Chine, hein, comme Taïwan est la Chine. Ben, ça, c'est indiscutable. Voilà. Hein. Macao, évidemment. Hein. Et la Chine ne sera véritablement elle-même que lorsqu'elle sera totalement réunifiée, c'est-à-dire quand elle aura... Quand Taïwan aura réintégré, en quelque sorte, la mère patrie. Je dis ça en aparté, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il vient d'y avoir des élections à Taïwan. Et les élections ont été marquées par une défaite, mais alors très très forte,
une défaite des indépendantistes, c'est-à-dire de ceux qui sont soutenus par les États-Unis. Voilà. Alors, et par contre, à contrario, donc par une victoire de ceux qui sont pour non seulement. C'est encore un coup de. Une opération d'influence. Voilà. Donc ça, c'est un échec politique, surtout après la visite de Nancy Pelosi et d'autres dirigeants américains à Taïwan. C'est donc un échec politique pour les États-Unis qu'il faut noter. Alors, Hong Kong, oui, c'est la Chine. C'est la Chine avec un statut qui, depuis 1997, est le statut que les Chinois préconisent également pour Taïwan, qui est un pays deux systèmes. C'est-à-dire que à Hong Kong, c'est une ville que je connais assez bien, c'est le système capitaliste qui prévaut, avec le système financier, avec une monnaie qui est la monnaie de Hong Kong, qui n'est pas la monnaie nationale chinoise. La différence, si vous voulez, c'est que Hong Kong est dorénavant et depuis 1997 intégré au pays, intégré à la Chine. Et c'est-à-dire que sur toutes les fonctions qui sont les fonctions d'un État, il s'exerce comme la défense, la sécurité, la politique étrangère. Ça s'exerce au nom de la Chine à Hong Kong, ce qui fait que à Hong Kong, sur tous les bâtiments publics, le drapeau qui est installé, c'est le drapeau chinois. C'est pas autre chose que cela. Et donc Hong Kong est totalement intégré à la Chine de ce point de vue, mais en même temps prévaut en particulier sur le plan économique et aussi sur le fonctionnement du territoire. Puisque le fonctionnement du territoire est un fonctionnement qui est aussi très particulier, qui n'a strictement rien à voir avec la Chine. Même si la personne qui a l'autorité, qui dirige le gouvernement à Hong Kong, se fait avec l'assentiment du Parlement chinois. Mais les élections, il y a des élections où différentes forces politiques et professionnelles, parce que c'est ainsi que ça fonctionne, présentent des candidats qui sont élus et qui forment une forme de parlement qui gère les affaires de Hong Kong dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la justice et de la sécurité. Voilà. Alors, persistent évidemment à Hong Kong des forces politiques qui sont radicalement hostiles à la Chine et à Pékin. Et les manifestations qu'on a pu avoir il y a 2 ans, des manifestations extrêmement massives, qu'on a présentées ici comme tournées contre Pékin, étaient souvent des manifestations qui mettaient en évidence les problèmes très lourds qui se posent dans cette ville qui, comme vous le savez, est une ville qui compte à peu près 10 millions d'habitants, 8 millions et quelques, je crois, mais avec une urbanisation extrêmement dense et où les conditions de vie sont absolument abominables. C'est-à-dire comment se loger à Hong Kong est extrêmement difficile et de plus, ça coûte extrêmement cher, mais il y a des problèmes sociaux très très lourds et qui ne sont pas réglés, qui n'étaient pas réglés et qui ont donné lieu, entre autres aussi, à une des dimensions de la contestation qui a eu lieu dans cette ville et qui a été exploitée sur le plan politique par
les forces politiques locales qui sont hostiles à la Chine, mais aussi évidemment avec l'aide des États-Unis. Voilà. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que depuis la fin de ces événements, les choses, comme on dit, se sont calmées pour une raison toute simple, c'est que je crois la grande majorité de la population de Hong Kong était en quelque sorte fatiguée de vivre dans ce conflit absolument permanent et violent qui avait été organisé en quelque sorte. La Chine a repris les choses en main depuis 2 ans, donc les choses se sont plutôt calmées. Mais il faut prendre évidemment en considération le fait que Hong Kong, qui a été une des plus grandes places financières au monde, a vu son influence économique et financière beaucoup réduite ces dernières années, ce qui a accru aussi les problèmes sociaux au bénéfice du développement du sud de la Chine, notamment ce qu'on appelle la région de Shenzhen, c'est-à-dire canton, si vous voulez, ce qui est l'immédiate proximité de Hong Kong, qui s'est beaucoup développé, comme Shanghai, qui sont des régions en Chine qui se sont beaucoup développées, en quelque sorte, au détriment de Hong Kong. Alors, c'est ça les éléments qu'il faut prendre en compte et qui, à mon avis, expliquent pour une bonne part les tensions qu'il y a pu y avoir, mais qui depuis se sont beaucoup réduites. Voilà. Hein. Alors, oui, un truc sur le Xinjiang très rapidement parce que j'ai oublié d'en parler et j'ai une question qui portait là-dessus. Xinjiang, s'il faut faire encore une analogie, vous savez que j'aime pas trop les analogies, mais Xinjiang ça veut dire nouvelle frontière et Ukraine ça veut dire à la frontière. Hein, donc ce sont des régions qui ont fait l'objet d'une attention express des États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lawrence Wilkerson, qui était un des adjoints de Colin Powell à l'armée américaine, avait lui-même reconnu que les États-Unis avaient instrumentalisé les Ouïghours, la question des Ouïghours dans le Xinjiang. Donc ils avaient déjà annoncé, c'est comme au bridge, ils annoncent en fait le contrat qu'ils vont faire. Et maintenant ils se cachent plus. C'est comme Colin Powell à CIA, j'ai appris à mentir, tricher, je volais. Donc de toute façon ils sont arrivés à un tel degré de cynisme mais justement ça fait partie du plan. C'est-à-dire que après vous voyez des votes à l'Assemblée, il y en a eu un en janvier dernier où Fabien Roussel avait aussi déjà anticipé le vote magnifique pour le crédit de guerre qu'il a fait le 30 novembre dernier. Je pense qu'on le dira jamais assez. J'aimerais bien que tous ceux qui se disent encore communistes, s'ils le voient dans la rue, que je pense que ça mériterait une petite interpellation un peu franche, dans une franche camaraderie, voilà. Je pense qu'on n'a jamais assez souligné cette espèce de forfaiture que ça représente. Mais donc évidemment, on lui avait demandé de voter pour le Xinjiang. Je pense que et tous ces députés de gauche qui ont voté aussi pour condamner le génocide au Xinjiang, je pense que c'est un peu comme Yannick Jadot qui ne savait pas placer. On a vu qu'il ne savait pas placer les pays baltes sur la carte. On l'a vu avec des enfants. Mais vous savez, il n'y a pas plus bulldog que lui pour faire la guerre contre la Russie pendant la campagne présidentielle. Il était aux avant-postes. Mais c'est le régime de la post-vérité. On ne sait plus de quoi on parle. Alors parce que donc les États-Unis disent qu'ils instrumentalisent. Le nombre de mosquées, on le connaît. Il est de 24 000. Il était de 2 000 au Xinjiang pendant la révolution culturelle. Donc ça a été multiplié par 10. Après ils vont dire non, c'est un génocide culturel, c'est pas un génocide. Bon, le nombre de mosquées a été multiplié par 10. Quand on regarde les photos satellites, on voit des barbus partout. Il y a des affiches sur les mosquées en disant le Parti communiste aime l'islam. Bon, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Oui, effectivement, non, ils veulent pas un califat islamique comme type Syrie. Bon, voilà. Alors c'est vrai que pendant la Syrie, en fait, la plupart des nations de l'ONU se sont jointes au califat islamique pour renverser un régime laïque. Voilà, mais le problème il est peut-être là, non? Vous croyez pas, quoi? Enfin voilà. Donc, mais non, on leur demande à l'Assemblée. Justement, c'est un tel cynisme que ce qu'on leur demande, en fait, c'est de la soumission. C'est comme de dire l'antisémitisme, non, l'antisionisme, oui, c'est de l'antisémitisme. C'est idiot, tout le monde sait que c'est idiot, ce sont deux mots différents, ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir, mais le dire, ça montre que vous êtes bien soumis aux États-Unis, et ça sert à ça, ce genre de déclaration. Et donc là, on demande ce genre de vote à l'Assemblée quand il y en a eu un dernier, excusez-moi de revenir là-dessus, mais je crois qu'il n'y a pas plus infâme finalement que l'attitude de cette gauche récemment, et ne parlons même pas du NPA qui, par l'intermédiaire de Gilbert Achcar, a appelé à envoyer des armes au régime de Kiev.
PCF, hein, comme si les envois de l'OTAN ça suffisait pas. Mais là, il se trouve aussi que le PCF a voté. Il y a un budget militaire carrément hein, dans l'Assemblée nationale. Bon, on ne le dira jamais assez. Bon, voilà, ce qu'on leur demande, c'est de la soumission sur ce genre de sujet et pas d'éclaircie sur ce qui se passe, avec une instrumentalisation de gens qui ne savent même pas passer sur la carte. Enfin, tout ça, c'est absolument scandaleux. On n'a pas répondu. Je sais pas si on a le temps de parler de comment fonctionne le système chinois. Je crois que de toute façon, moi j'ai voulu dès le départ, oui, le rapport de l'OTAN parle de léninisme. Les Chinois parlent pas de léninisme, mais je pense oui, on peut parler de léninisme. Le léninisme, ça veut dire qu'on garantit le socialisme. Et il y a un parti qui n'est pas monolithique, qui n'est pas le seul, qui permet des débats à l'intérieur de son sein, mais qui garantit, c'est la forme de léninisme, qui garantit un régime qui est le socialisme. Et je crois que ça pose aussi un problème, c'est que nous justement, si on ne s'en sort pas, c'est parce que là, nous avons un système en bout de course avec une bourgeoisie qui est devenue comprador, c'est-à-dire qu'elle n'a même plus les moyens de défendre les internationaux. Aujourd'hui, elle les brade. On va devenir comme n'importe quel pays d'Amérique latine, où avec on veut faire un appauvrissement absolument total de nos populations pour littéralement vendre tout ce qu'on a à l'encore aux États-Unis. Le fin mot de ces guerres qu'on nous mène, c'est plumer les pays européens les uns après les autres. Et l'Union européenne sert à plumer ces pays européens. Maintenant, on en est. Vous voyez Nord Stream 2, les médias vous disent que c'est les Russes alors qu'il suffisait de fermer le robinet, qui tirent sur leur propre gazoduc, de même qui tirent sur leur propre école maternelle, sur leur propre centrale nucléaire, etc. On vous raconte ça. Non, ce qu'on veut, c'est empêcher que l'Allemagne prenne du gaz à la Russie pour que les États-Unis n'aient pas l'Allemagne comme concurrent. Donc ça, voilà le fameux de l'histoire. Et donc, je pense que là, on n'en est plus une question d'expertise, de qui a raison les uns contre les autres. C'est une question, en fin de compte, la base de tout, c'est la lutte des classes. Où vous vous placez dans la question de classe par rapport à l'adversaire. Et voilà, il faut arrêter d'être gentil sur ces questions. Et oui, je voulais dire, c'est la seule fois dans ma vie où je fais un procès. J'ai jamais fait de procès à personne, parce que les gens ont dit autant de bêtises qu'ils veulent, c'est pas grave, ils continueront à le faire, c'est pas grave. Mais là, il y a une sorte de trotskiste de seconde zone, qui dans Bella Ciao a dit que les éditions d'Elga étaient financées par Poutine. Alors moi, je n'ai pas la chance de connaître Vladimir Vladimirovitch, je serais peut-être la main, je sais pas. Non, mais il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les éditions d'Elga, on devrait les fermer, puisqu'on a fermé RT Sputnik. Personnellement, je suis contre sur fermeture, hein, je tiens à le dire, absolument, je trouve que c'est honteux. Mais si on applique cette logique qui est la leur, qui est une logique folle, ça veut dire qu'on devrait fermer les éditions d'Elga parce qu'elles seraient financées par Vladimir Poutine. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce sont mes auteurs qui sont en cause. C'est leur liberté d'expression qui est en cause. C'est pas la liberté d'expression de ce monsieur de dire n'importe quoi. Et moi, je veux dire que je n'ai jamais remis en cause le droit de dire non, y compris contre moi. C'est pas la question. Mais alors là, c'est carrément la possibilité de dire une chose à peu près sensée dans ce contexte qui est un contexte de guerre, de propagande de guerre, où on nous pousse, en fait, jusqu'au dernier Ukrainien et jusqu'à contribuer avec nos dernières économies pour payer leurs armes dans un conflit que les États-Unis ont déclenché il y a 8 ans par un coup d'État fasciste en 2014. Bon, ça commence à bien faire. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre aux questions. Il y a la question sur la démocratie en Chine. Oui, moi je voudrais prendre... Alors, je commencerai par la situation du parti. Évidemment, on peut s'imaginer que dans un parti qui compte 97 millions de membres, ils pensent pas tous de la même manière. Bon, donc il y a évidemment des courants de pensée. Le PC chinois n'est pas un parti effectivement monolithique. C'est un parti qui a en son sein l'expression d'opinions différentes. Mais c'est clair en même temps que c'est un parti qui fonctionne selon un certain nombre de principes qui sont des principes marxistes-léninistes et qui intègrent également comme ils le disent, la pensée Mao Tse-tung et la pensée de Deng Xiaoping et celle du président Xi Jinping, c'est-à-dire que on prend en compte dans la démarche politique, philosophie, idéologique du Parti communiste chinois, à partir du marxisme,
léninisme qui est la base même, mais on intègre là-dedans les différentes périodes historiques qui se sont exprimées à travers la pensée de dirigeants importants, historiques, comme le fut par exemple, bien évidemment Mao Tse-tung. Alors cette diversité, cette pluralité dans les approches que la Chine a connues dans différentes périodes, c'est évidemment exploité par l'adversaire. Je veux dire par là, c'est que si vous lisez par exemple les différents documents, les différentes stratégies qui sont suggérées, proposées, soutenues par des fondations, des instituts de recherche américains auprès de la Maison Blanche, on cherche sur le plan politique en quelque sorte à mettre un terme d'une manière ou d'une autre à la trop grande influence de la pensée marxiste, léniniste, maoïste, qui est incarnée, selon eux, selon ces instituts de recherche, par le nouveau président. Je veux dire par là que le fait que Xi Jinping insiste beaucoup sur le besoin de redonner un souffle à la pensée marxiste dans les rangs du Parti communiste chinois est évidemment un sujet de préoccupation, parce que la stratégie des États-Unis par rapport à ce problème, par rapport à cette dimension, c'est d'essayer de soutenir à l'intérieur du parti les courants qu'on appelle réformateurs. Voilà, qu'on appelle réformateurs, en espérant que du fait des problèmes internes au pays, des problèmes internationaux, vous voyez par exemple comment ils se saisissent absolument de tout pour développer des campagnes visant à déstabiliser en quelque sorte le pouvoir du Parti communiste et l'autorité de Xi Jinping. Par exemple, on a eu dans la dernière période toute cette campagne sur zéro Covid. La campagne sur alors là, on nous explique maintenant que Xi Jinping a été forcé de reculer et d'admettre un certain nombre d'adaptations, de réformes de ce système zéro Covid, quand en réalité, si on suit les choses de plus près, on découvre que un certain nombre de mesures qui sont appliquées maintenant dans le sens d'une politique moins astreignante, moins rigoureuse, etc., étaient décidées déjà depuis un certain temps, et qu'elles se mettent progressivement en place en fonction de l'évolution de la situation. Alors, j'ai d'ailleurs noté, soit dit en passant, j'ai noté que s'agissant de cette histoire de zéro Covid, on a donc d'abord reproché à la Chine de mener une politique extrêmement stricte en ce domaine, et que ça avait des effets négatifs sur la croissance mondiale, puisque, comme vous le savez, presque 30% de la croissance mondiale est dépendante de la croissance chinoise, nous qui sommes en récession par ailleurs. Bien, donc ça avait des conséquences extrêmement négatives, et évidemment il y avait le couplet sur les libertés, les droits de l'homme, etc. Et maintenant que le gouvernement chinois met en application sa politique qui est de détendre en quelque sorte le système très strict qui prévalait jusqu'à présent, on est en train de lancer maintenant une nouvelle campagne dans les médias sur le thème, à cause du relâchement de la politique de zéro Covid,
ça va relancer à l'échelle mondiale le Covid. C'est-à-dire que quoi que fassent les Chinois, c'est toujours de leur faute. Vous voyez, voilà, c'est un exemple. Alors, c'est si un jour ils marchent sur l'eau, on dira qu'ils ne savent pas nager. Voilà. Alors, je trouve que c'est assez révélateur. Maintenant, en ce qui concerne... Il paraît qu'il faut fermer. Il faut qu'on arrête. C'est une dictature, le foot. Bon. C'est ça. Et j'ai promis qu'on sera à l'heure, parce que si on ne respecte pas... Voilà, ah, d'accord. Ils vous ont offert les boissons. Oui, c'est important pour les prochains qui viendront après nous, et qui seront nombreux. Si tu peux me permettre, je veux dire seulement un mot par rapport à la question de la camarade sur la démocratie. Évidemment, si on peut juger par rapport à notre propre expérience, vu de l'extérieur, on pourrait dire que tout ça c'est quand même très, très hermétique, très monolithique, très autoritaire, etc. Je crois que la réalité est bien différente, y compris sur le plan social. Moi, je suis un militant syndical, il y a beaucoup de conflits sociaux en Chine. On en compte à peu près 10 000 par an. C'est énorme. Bon, enfin, c'est à la taille du pays, évidemment. Bon, il y a beaucoup de conflits sociaux. Il y a évidemment des contradictions qui doivent se résoudre, qui se résoudent des fois pas dans les meilleures conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que le débat, on prend des mesures autoritaires, en quelque sorte, et des fois ça débouche sur d'autres conflits. Et c'est très intéressant de voir, par exemple, la politique qui est celle du Parti communiste chinois à l'égard de ceux qui s'écartent justement du respect de la démocratie et de la souveraineté populaire. Et j'ai été pas surpris, mais j'ai remarqué que le nombre de gens qui ont été exclus du parti entre les deux congrès, ils ont donné ça là, à l'occasion du 20e congrès, qui ont été exclus du parti pour manquement à travers le comportement politique qu'ils avaient, voire parce que certains étaient corrompus, etc. C'est extrêmement important. Ce sont des actes extrêmement forts sur lesquels Xi Jinping insiste énormément. C'est-à-dire sur l'intégrité des communistes et du rôle qu'ils doivent jouer dans la société par rapport au peuple, par rapport aux travailleurs, etc. Voilà. Donc, vous verrez plutôt qu'aujourd'hui, les Chinois, de nouveau, avec le 20e congrès, parlent d'une nouvelle révolution, d'une révolution démocratique. C'est-à-dire, ils insistent beaucoup sur la responsabilisation de chacun et du rôle donc des communistes à l'intérieur, que ce soit dans les entreprises, du procès de production, ou que ce soit à travers la vie sociale, la cité, etc. Donc il y a en ce domaine des choses très intéressantes qu'il faut suivre et qui indiquent aussi une volonté politique de la part du Parti communiste chinois de donner à l'égalité socialiste, j'allais dire, à la démocratie socialiste, une autre dimension beaucoup plus riche et beaucoup plus vivante que celle qui prévalait jusqu'à présent.